5 entretiens avec Paul Grimaud par Jean-Pierre Pagliano. Première bobine, de la bergère et le ramoneur au roi et l'oiseau. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, l'histoire que nous allons avoir l'honneur et le plaisir de vous conter est une histoire absolument véridique. Parfaitement, elle est véridique. Elle m'est arrivée à moi et à d'autres en même temps. À l'époque heureuse où j'avais bâti mon nid tout en haut du grand palais de l'immense royaume de Tachycardie. À cette époque, régnait encore le roi Charles V et 3 font 8 et 8 font 16 de Tachycardie. Paul Grimaud, pour vos 80 ans, vous avez été invité, enfin c'est une coïncidence peut-être, à aller promener le roi et l'oiseau en Espagne. Oui, j'ai parti. D'abord, ils ne savaient même pas que je fêtais mon anniversaire. Non, j'étais en Espagne parce qu'ils ont passé là-bas, ils avaient un festival et ils ont passé le roi et l'oiseau. Alors, ça m'intéressait. C'était la première fois que j'avais l'occasion d'aller en Espagne parce que j'y allais pas avant pour d'autres raisons que vous devez deviner. D'ailleurs, ils m'ont demandé pourquoi, j'aurais expliqué pourquoi j'étais pas venu plus tôt. Enfin, ça s'est bien passé, le film a été bien accueilli. Je ne sais pas du tout si le film a une chance de passer un jour là-bas. Je le souhaite, eux-mêmes le souhaitent. Seulement, c'est assez compliqué parce qu'il y a un problème de quota. Et alors, je crois que, à part les films américains qui sont très, très avantagés, je crois que c'est surtout les films américains qu'on aperçoit là-bas. Pour passer un film comme le nôtre. Puis, en plus de ça, vous savez, faut dire que le boulot que je fais, c'est quand même une denrée un peu particulière. Enfin, c'est ce qu'on appelle du cinéma marginal. C'est-à-dire que les gens ils ont l'impression de se trouver devant un produit qui ne se vend pas facilement, qui ne se vend pas tout seul. D'abord parce que, en général, les gens me disent que c'est réservé pour les gosses. Pourquoi pas? Après tout, heureusement qu'il y a des enfants qui ont envie d'aller voir des bons films aussi. Excusez-moi la prétention, mais enfin quand même. Et puis aussi le fait qu'il n'y ait pas de vedette, il n'y a pas de ce genre de personnage dont on lit la vie privée dans les magazines. Alors tout ça, ça facilite pas non plus tellement la distribution. En fait, les vedettes, c'est Jacques Prévert et vous-même. Oui, mais enfin, nous ils nous connaissent pas. Enfin, Jacques Prévert, peut-être parce qu'il a écrit des poèmes qui ont dû être traduits. Enfin, moi, ils ne savent pas. Enfin, nous sommes connus par nos films, pas par notre façon de vivre, pas par la marque de chaussettes qu'on porte, ni des trucs comme ça. Ça, on s'en fout complètement. Enfin, eux s'en foutent et moi aussi, je veux dire. Alors, cinéma marginal, certes, ne serait-ce que parce que l'image par image, c'est un cinéma artisanal. D'ailleurs, on est ici dans le studio où vous avez tourné Le Roi et l'Oiseau et la plupart de vos films, je pense. Je suis ici depuis 1951. C'est-à-dire que j'ai pris ce studio à un moment où c'était assez difficile. À un moment où j'ai mené une vie difficile parce qu'il y avait eu l'aventure de Berger Ramoneur sur laquelle je préfère pas m'étaler de trop parce qu'on avait visé grand, on voulait faire un grand film, un grand truc. C'était la première fois qu'on tentait un long métrage en France. Ça consistait surtout à essuyer des plâtres. Enfin, c'était une aventure nouvelle pour tout le monde, autant pour moi et autant pour les financiers, je veux dire. Ce serait bien qu'on retrace l'histoire tout de même. D'une part parce qu'il n'y a pas tellement de dessins animés de long métrage dans le cinéma français, et d'autre part parce que c'est une histoire exemplaire. Un film qui a eu beaucoup de difficultés et que vous êtes arrivé à mener à son terme plus de 30 ans après, sous la forme que vous souhaitiez. Au départ, en 1946, je crois, Jacques Prévert, ayant relu le conte d'Andersen, La bergère et le ramoneur, vous propose d'en faire un film. C'est ça, parce qu'il y avait une opportunité dans la société de production, qui était la société Les Gémeaux, à laquelle je travaillais à ce moment-là, et il avait été envisagé de faire un film de long métrage parce qu'on avait aussi besoin de s'équilibrer. On avait monté petit à petit une équipe qui commençait à être plus importante. On sentait qu'on avait résolu un certain nombre de problèmes d'animation. En tout cas, on était arrivé à avoir quand même une bonne connaissance de notre métier, enfin en matière d'animation. Après Le Petit Soldat, je pense qu'on pouvait espérer continuer. On était sur le bon chemin, oui.
Et comme j'avais terminé avec Jacques le petit soldat, automatiquement, enfin c'est passé comme ça, on n'en a même pas essayé. J'ai dit, il est question d'un long métrage, qu'est-ce qu'on fait? Moi j'ai pensé à 2-3 bricoles comme ça que je traînais depuis longtemps, puis finalement, après en avoir bien reparlé ensemble, Jacques qui avait relu les contes d'Andersen, puisqu'il avait regardé ça au moment où on faisait Le Petit Soldat, il me dit, tu devrais relire La Bergère Ramoneur. J'ai relu ce conte, qui est un très très bon conte, qui est peut-être n'a pas l'air d'apporter comme ça tout ce qu'on attend d'un scénario de dessin animé, mais si on le fait, si on regarde ça un peu plus attentivement, on s'aperçoit qu'il y a quand même là-dedans, il y a une histoire d'amour à la base, et il y a, c'est l'amour qui est plutôt, c'est l'amour avec les emmerdeurs de tourner en rond. Vous savez, les gens qui sont autour de ces deux personnages, qui sont des personnages gentils, la bergère Ramoneur, mais alors il y a des gens qui interviennent comme ça, qui les empêchent dans le fond de... Alors, il y avait quelque chose à faire là-dessus, mais ce qu'il fallait, c'était le relire, c'était retravailler, commencer à échanger des choses, écrire des trucs sur papier. Ça se passait déjà en 1945, on avait pensé à ça. Et le film a été fait, il a été fait avec des conditions, au début, on était plein d'optimisme, parce qu'on disait, c'est formidable, on part sur un truc comme ça va nous assurer du boulot pour 2 ans ou 2 ans et demi, je sais pas, enfin, on savait pas exactement. Évidemment, qu'est-ce qu'on avait comme repère? On avait Blanche-Neige, qui avait été fait par Disney, et on savait qu'il avait travaillé à peu près 4 ans et demi ou 5 ans dessus, mais avec une équipe considérable. Nous, on avait beau être Mariol, des Français et tout ça. Enfin, tout le monde disait les Français, ils sont plus malins que les autres. C'est pas moi qui disais ça, remarquez, j'ai jamais pensé ça totalement. Mais tout le monde pensait qu'on pouvait se débrouiller, qu'on avait... enfin, on était inventif, on allait faire quelque chose avec une équipe plus mince. Mais enfin, quand même, un peu sérieusement, si on regardait le truc et qu'on commence un film comme ça avec 10 ou 12 gars, même plein de bonne volonté, c'était pas ça. Alors, il a fallu en même temps former une équipe, en même temps qu'on commençait à travailler sur le film. Et puis on a fait des estimations, il y a des estimations financières qui ont été faites, qui ont permis, évidemment, parce qu'elles étaient optimistes, elles ont permis de trouver l'argent de démarrage. Mais en fait, c'était pas très très sérieux, quoi. Il faut bien dire une chose, c'est que quand on regarde avec le recul ce qui avait été envisagé, il n'y avait pas un pays au monde qui serait embarqué avec les choses telles que ça avait été établi, qui aurait pu faire ça sérieusement, dire on va réaliser ce film avec ça. Mais enfin, il y avait l'optimisme, on pensait qu'on se débrouillerait. Et puis moi-même aussi, quand on m'a dit est-ce que tu penses pouvoir le faire le film, j'ai dit je pense, oui, normalement, il n'y a pas de raison. Vous voyez le truc. Alors, j'ai travaillé là-dessus, j'ai travaillé en même temps, je vous dis, en même temps que je finissais Le Petit Soldat, je voyais Jacques, puis un beau jour, quand Le Petit Soldat était terminé, il y avait un premier scénario qui avait été écrit, et puis on a commencé vraiment à mettre la production en route. Et progressivement, en même temps que je travaillais sur le film, enfin que je commençais le film, on formait des gens pour monter une équipe plus importante. Et effectivement, on a réussi à monter une équipe très importante, puisque ça se passait en 1947, 47, 48, 49. Et en 1949, on avait eu l'équipe qui était probablement l'équipe la plus importante d'Europe. C'est-à-dire qu'on avait vraiment beaucoup de monde et des gars qui avaient à peu près tous appris leur boulot dans le studio. Donc des gens qu'on connaissait bien, qui avaient l'habitude de travailler ensemble et puis qui avaient pris goût à travailler ensemble. Enfin, parce que c'est très important dans une équipe. Il y a tout de même une atmosphère qui ne peut pas se fabriquer comme ça. Et puis à un moment donné, il y avait plus de fric, il n'y avait plus d'argent, il n'y avait plus rien pour alors, à ce moment-là, les difficultés, c'est toujours ça. On a commencé à s'engueuler, puis ça a mal tourné. Et finalement, le film est sorti dans une version qui était amputée, qui était pas bonne. C'est un film qui est sorti qui n'était pas terminé, quoi. Avec des bouches-trous, avec des trucs comme ça, et un montage qui était très mauvais, très mal foutu. Et c'est pour des raisons financières que vous avez accepté tout de même que le film sorte en 5 ans? C'est-à-dire que moi, je n'ai pas accepté, il est sorti. Mais vous connaissez l'histoire du pot de terre et du pot de fer. On a le droit moral, mais qu'est-ce que vous voulez faire quand il y a... D'ailleurs, c'est toujours... Enfin, ça a été la chose qui a été mise en avant. C'est un film qui a coûté beaucoup d'argent, donc il ne faut pas empêcher sa carrière de fonctionner, quoi, c'est ça. C'est triste. Quand je repense à tous ces trucs-là et que je revois ça en arrière, je trouve ça très triste parce qu'en fait, même les gens avec qui je me suis engueulé, ce sont des gens que je ne déteste pas, vous comprenez.
On s'est chamaillé, on s'est bagarré, mais enfin, c'est comme des gars qui peuvent se tabasser sur un ring, comme ça, ils font un ring de boxe, et puis qui se ménagent pas, et puis on s'est pas revus, mais ça ne m'empêche pas, et je le dis, vraiment, je dis ce que je pense, c'est que même un gars comme Sarru est un gars qui avait de l'enthousiasme, il y avait des tas de qualités que j'ai rarement rencontrées chez d'autres gens dans la profession, vous voyez. Sarru, c'était le producteur. C'est lui qui était le producteur. On s'est traités de dingues les uns et les autres, et je crois que si on n'avait pas été dingues aussi, lui comme moi, et puis les autres qui ont pris parti d'un côté ou de l'autre, il n'y aurait jamais eu de dessin animé en France, enfin, de ce qu'on a tenté de faire. Il fallait être dingue pour le faire. On était dingue, donc on avait ramassé, les circonstances étaient réunies pour arriver à faire du dessin animé en France. Le film est sorti, moi je suis reparti dans mon truc, je suis reparti à zéro complètement, j'avais tout paumé dans ce truc-là. Avec en plus une mauvaise réputation. Les gens disaient, bon, Grimaud, il faut des centaines et des centaines de millions pour faire un film, ce qui était faux, mais enfin ça c'était... On a raconté des tas de trucs aussi. On a dit que quand j'ai sorti Le Roi et l'Oiseau après, Le Roi et l'Oiseau, c'était... Ce qui, dans le fond, est un autre film. C'est le même film et c'est un autre film en même temps. C'est-à-dire que c'est la même histoire, toujours à l'origine, mais en même temps qui a bénéficié de tout le drame qu'il y a eu autour, du fait que j'ai eu du recul. D'un seul coup, j'ai vu ce truc et puis je me suis dit, ça c'est... Puis quand même, il s'était passé des années et des années, enfin comme dans l'histoire des Trois Mousquetaires et de 20 ans après, enfin c'est... Hein. Et quand j'ai repris mes billes, quand j'ai recommencé à travailler dessus, d'abord, je m'étais dit, je vais refaire ce film comme je voulais le faire à l'époque, et c'est une connerie, ça tenait pas en l'air. Quand je revoyais les choses, je me disais, non, c'est pas possible, il s'est passé du temps, enfin, je veux pas faire un film rétro, je veux pas faire ça. Ce film, je ne l'ai jamais eu l'occasion de le signer à l'époque. J'ai pas donné le bon à tirer, vous savez, c'est un peu comme un gars qui fait une toile, tant qu'il ne l'a pas signée, même, enfin, quelquefois, même quand il l'a signée, c'est arrivé, on pense qu'on peut toujours améliorer, refaire des retouches dessus. Il faut savoir s'arrêter aussi, bien sûr. Il y a la fameuse histoire de Bonnard qui allait retoucher ses tableaux dans les musées, paraît-il. Oui, pourquoi pas. Ouais, enfin, dans un boulot comme le nôtre qui nécessite autant de fric, vous comprenez, on ne peut pas non plus se livrer à ce genre de choses, même si on a envie. Mais je crois en même temps qu'il faut savoir s'arrêter, quoi. Parce que c'est pas tellement sur un film, en travaillant longtemps sur un film, qu'on améliore les choses, qu'on améliore les choses. Sauf quand c'est indispensable, et là, ça l'était. Je crois que c'est plutôt entre deux films qu'on fait des progrès, oui. Premier étage, affaires courantes, contentieux, trésorerie, orfèvrerie, trésor public, impôts et taxes, liquidation, solde de coupons, famille royale. Prison d'État, prison d'été, prison d'hiver, prison d'automne et de printemps, bagne pour petits et grands, équipement militaire, ministère de la guerre et des hostilités, sous-secrétariat d'État à la paix, panoplie en tout genre, feu d'artifice, dernière cartouche, fourrure, bonneterie, chapeau, képi, trompette, brosse à reluire et tambour, gendarmerie, lavatory, manu militari, grandes imprimeries royales, lettres de cachet, taxes et impôts, contraintes par corps, oubliettes et catacombes, passementerie et casse-tête, ombrelles et parapluies, casino, tir au pigeon, musée de l'armée, jardin des plantes, galerie des ancêtres, grands ateliers du roi, asile de nuit du roi, gibier de potence du roi, salon de coiffure du roi, pédicure du roi, bain de vapeur du roi, grandes eaux lumineuses du roi, musique de chambre du roi, trompette de la garde du roi. « 296e étage, appartement secret de Sa Majesté. » Donc, je l'ai revu avec du recul et j'ai pensé qu'il y avait des personnages qui manquaient d'épaisseur et qui n'en méritaient pas plus non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, la bergère ramoneur, ce sont des personnages prétextes. Ils sont plutôt les prétextes. C'est plutôt le papier ou la peinture qu'il y avait sur le mur de la chambre du roi. Enfin, ce sont des personnages qui sont charmants, mais qui sont ils sont charmants, ils sont gentils, ils sont comme ça. Mais leur histoire, je crois ce qui est beaucoup plus important, c'est d'ailleurs la raison du changement de titre du film,
puisque le film ne s'appelle plus La bergère ramoneur, s'appelle Le roi et l'oiseau, il y a deux personnages qui ont pris au contraire beaucoup plus d'importance par rapport à Andersen et par rapport à La bergère ramoneur, c'est Le roi et l'oiseau. Ce sont d'un côté l'oppression qui est le roi, enfin le côté dictatorial, le côté égoïste, enfin dingue, mégalomane, enfin tout puissant, qui fait construire des palais dingues et qui l'installe comme une cloche à fromage au-dessus d'un village dans lequel il y a ce qu'on appelle la ville basse, parce que c'est pas une cave qui a été aménagée pour loger des gens. La ville basse, c'est un endroit qui existait, c'est une espèce de petite commune, d'un petit paysage rural comme ça, puis l'autre a installé son truc là-dessus en disant bon, ben, maintenant je m'emmerde plus, j'ai la main d'œuvre en dessous, j'ai qu'à descendre à la cave, puis je trouverai des gars pour fabriquer mes statues. Enfin, c'est un peu ça, si vous voulez. Dans le palais, ce palais qui n'est pas un accessoire seulement, qui est aussi un élément de l'histoire, l'élément, c'est un acteur aussi, parce que ce palais représente quelque chose, tout le côté fou du roi, enfin qui était le côté égoïste, aussi possessif, pour le même titre qu'il ne s'intéressait à la bergère que parce que le ramoneur aimait la bergère et parce qu'elle aimait le ramoneur. C'est à cause de ça qu'il veut absolument Et c'est à cause de ça aussi quand il a entendu parler du pont des Soupirs, il a voulu qu'il y ait un pont des Soupirs aussi dans son palais. Enfin, un peu comme les Américains quand ils faisaient démonter aussi des trucs au bord de la Loire pour les reconstruire en Californie ou dans le Texas. Alors, c'est tout ça, espèce de mélange de choses. C'est-à-dire que le film a bénéficié, si vous voulez, en dehors même du recul dont je parlais tout à l'heure, il a bénéficié d'une espèce d'apprentissage que j'ai fait aussi, de découverte que j'ai fait de tout ce qui s'était produit dans le monde, de toutes ces injustices ou ces joies, enfin, ou ces bonheurs, parce que l'un vaut l'un et l'inverse de l'autre. Mais depuis 1950, depuis que j'avais été arraché à ce film, par exemple, j'ai très souffert de la façon dont se déroulait la justice. J'ai trouvé qu'on s'était comporté d'une façon assez dégueulasse avec nous. Oui, parce qu'il y a eu un procès dans cette histoire avec ça. Oui, bien sûr. Et alors, il y a eu... quand on rentre un peu dans tous ces trucs-là, on voit à quel point on est... Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire qu'une justice ? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire, hein ? Quand il y a autant de choses... mais qui ont été foulés aux pieds, qui sont méprisés partout, tout autour, dans le monde entier, tous les jours. Quand on voit comment ça se passe dans certains pays, tout ça. Alors, même, on a que le choix. Enfin, on est embarrassé par l'embarras du choix. C'est Jacques Prévert qui avait bien sortir ça comme ça. Quand on a besoin d'une tête de traître, il n'y a qu'à ouvrir un journal, il n'y a qu'à regarder la télévision, il n'y a qu'à regarder des trucs, on en voit tout le temps. Puis des gens gentils, on en voit aussi, heureusement qu'il y a le paquet. Alors, si on choisit dans tout ça, enfin, parce qu'on n'invente pas grand-chose, hein, vous savez, on regarde et puis on remplit son truc, puis ça sort fort tout seul. Et le plus gentil de vos personnages, c'est l'oiseau, mais il n'est pas mièvre du tout, il est même très pittoresque. Ah, et puis l'oiseau, il a le recto et le verso, quoi. Enfin, il est plein de bons sentiments, mais enfin, pour arriver à vraiment à faire accepter son point de vue, enfin, il va à pire démagogie par moment, enfin, il va à bloc. Enfin, et c'est ça qui est marrant. Et le roi, bon, c'est assez minable, mais on ne peut pas le détester non plus, quoi. Au bout d'un moment, il se donne tellement de mal pour cette pauvre bergère, enfin, quand même, ça devient... Dans tous les films que j'ai pu faire, j'ai jamais condamné quelqu'un. Enfin, là, le roi, bon, on souffle dessus, il fout le camp dans les doigts, les autres, ils se battent dans des trappes. Peut-être qu'il y a des matelas en dessous qui les reçoivent et puis qui passent leur jour aux cartes ensemble. On s'en fout, ça n'a pas d'importance. Il faut se débarrasser des gens, mais pas les tuer, quoi, c'est ça. Mm-hmm. Il est affligé d'un défaut bien pittoresque aussi, un strabisme convergent. Oui, d'ailleurs, les gens que j'ai connu un gars qui était un peu comme ça, et j'ai eu peur qu'il m'en veuille, d'ailleurs. À un moment donné, je n'osais pas le rencontrer comme ça. Et puis un jour, je l'ai vu, il m'a dit « Oh, j'ai bien aimé ton film ». Il m'a dit « Ça va bien faire rigoler ». Bon, ça va, il y a quand même, les gens ne sont pas tous fondus, quoi. Vous m'avez dit un jour qu'il y avait un côté film à clé, puisque le personnage de l'oiseau vous a été inspiré, à vous et à Prévert, par le baron Mollet, je crois. Oui. Ça serait peut-être bien que vous nous parliez de ce fameux baron. Eh bien, le baron était un personnage très pittoresque j'allais dire de Saint-Germain-des-Prés. Non, il était connu dans d'autres... Il connaissait tout Paris
Il avait été autrefois secrétaire d'Apollinaire. Et je crois que c'est Apollinaire qui l'a fait baron. Je dis ça pour les gens qui mettraient en doute. Sa noblesse. C'est titre de noblesse. C'est beaucoup mieux qu'une noblesse d'empire. Oui, oui. C'est une noblesse d'en mieux. Alors, oui, absolument. Alors, il m'a dit un jour, il m'a dit, qu'est-ce que tu es? C'était pendant qu'on dînait chez les vieilles rue Dauphine. On n'avait pas connu cette période-là, parce que j'étais trop jeune. Il y avait 2 vieilles dames qui étaient rue Dauphine, qui tenaient un bon bistrot, d'ailleurs, où j'allais souvent trouver Jacques Prévert, qui était... Je ne veux pas dire qu'il avait pension chez les vieilles, mais enfin, il était pas surtout habillé là-bas. Et c'est là que j'ai rencontré la première fois le baron Mollet. Jacques Prévert m'a présenté le baron. Moi, j'étais assez impressionné par ce personnage, parce que je le trouvais formidable. Et il avait vraiment une tête de baron, quoi, enfin d'authentique baron. Très drôle, plein d'humour, plein d'esprit. C'est lui qui a fait... Il était président, je crois, je ne sais pas quel titre, du collège de pataphysique aussi. Ah, c'était sa magnificence, je crois qu'il Oui. avait le titre suprême. Oui, c'est ça. Alors, baron Mollet, il voyait que je regardais toujours du coin de l'œil pendant qu'on travaillait avec Jacques à préparer le oiseau. Et je faisais des petits bouts de croquis de temps en temps, comme ça. Parce qu'un jour, Jacques me dit, tu ne trouves pas qu'il ressemble à l'oiseau? Ce serait l'oiseau de notre film qu'on préparait. Et je dis, c'est vrai. Puis un jour, je lui ai dit à Jean, je lui ai dit, écoute, Jean Mollet, je lui ai dit, tu sais, l'oiseau, je lui montre des croquis d'oiseau, je lui dis, c'est ça, tu vois, je m'inspire un peu de ta façon de parler, de jouer, puis même de ton physique, je lui dis un petit peu. Ah, c'est formidable, il a été épaté, il m'a dit, c'est dommage, il faudrait que je te trouve des photos, mais des photos, j'en ai plus. Et finalement, il a retrouvé 2 photos qu'il m'a envoyées. Ils sont merveilleux, ces 2 photos. Il y en a une surtout. Alors, il y en a une où il était avec il était toujours avec de très jolies personnes. Enfin, il aimait bien qu'on le voit avec des belles filles, toujours. Enfin, c'était une belle cour. Oui, une belle cour. Et il y en a une autre, alors où on le voit nettement mieux. Il est dans un avion photographié à la fête foraine. Un avion en papier, en toile, enfin, avec un passage, un truc pour laisser passer les têtes. Et ça. On le voit, il est là avec un poète russe, je crois, qui écrivait des poèmes russes, mais d'une petite région de Russie, je crois, où il y a 5 ou 6 personnes qui sont capables de lire ces poèmes. Et personne au monde ne peut lire les poèmes du grand question. Enfin, il était avec lui en avion, comme ça, dans ce voyage d'avion qui se passait à la fête foraine. Et derrière, il m'avait mis... Voici, mon cher Paul, tout ce que j'ai retrouvé comme document pour toi. Et encore une fois, merci de me faire jouer dans ton dessin animé. C'est merveilleux, quoi. Les derniers temps, il était extraordinaire parce que quand je le revoyais quelquefois, il était toujours du côté du cimetière Montparnasse, enfin, boulevard Raspail, dans le coin, il y avait un bistrot. Et il se tapait des Pernod ou des Ricard, des machins, des apéritifs comme ça, et toujours en mettant de l'eau de Vittel dedans, de l'eau de Vichy dedans. Il me dit, parce que l'eau de Vichy, c'est bon pour le foie. C'était formidable. Il fallait le poison et le contre-poison, quoi. C'était formidable. Et l'oiseau, c'était un mélange du baron Mollet, également de Pierre Brasseur, puisque c'était lui qui avait prêté sa voix à l'oiseau, et surtout, évidemment, même le comportement de l'oiseau, à ce moment-là, pour les animateurs, était influencé aussi par je veux dire, la respiration, la démarche, les mouvements de Brasseur. D'ailleurs, il y a une chose qui est très drôle, c'est que quand on a fait les enregistrements sonores, à ce moment-là, Pierre Brasseur arrivait lui-même dans l'auditorium, et avant de parler, il se faisait le tour du studio en voltigeant, en voltant, comme ça. Il faisait comme s'il avait des ailes, il s'essoufflait, il faisait des trucs. Et il arrivait devant le micro, il était dans la peau de l'oiseau. C'était formidable, là. Il y avait quelque chose qui était... Puis ça pesait, enfin, quand on se rappelle, vous vous souvenez, les capacités géniales de Brasseur, c'était quelque chose. Et c'était l'oiseau, on s'attendait à le voir se soulever comme ça, toujours. C'était merveilleux. Quelle est la voix de l'oiseau dans la version définitive? Eh bien, la voix de l'oiseau, c'est Martin. Martin, qui fait partie de la troupe Barrault,
et qui est un très bon comédien, qui est un excellent comédien, qui s'est pas senti tellement à l'aise au début quand on a commencé à refaire les doublages, parce qu'il a fallu tout redoubler ce qui avait été fait. Il se sentait pas tout à fait à son aise parce que son rôle était difficile, il faut bien dire, parce que Pierre Brasseur, lui, il avait fait il se prenait pour un oiseau, il était l'oiseau et il faisait son truc et on a animé d'après la voix enregistrée. Alors que pour les plans qui avaient été animés d'après la voix de Brasseur et qu'il a fallu refaire, puisque Brasseur n'était plus là et que pour les autres plans, tous les nouveaux plans, il a fallu le prendre avec une nouvelle voix, il a fallu à ce moment-là que Martin se prête à la respiration, au jeu, puisqu'il avait été animé en pensant à Brasseur. Et il était obligé dans le fond, il est obligé de faire ça comme un gars qui est habitué à faire du doublage. Genre, c'est pas un acteur de doublage, c'est un comédien quand même qui a des tas de possibilités. Mais alors, à ce moment-là, c'était très difficile, je me rends compte. Enfin, et je voyais, il souffrait. Enfin, c'était pas facile. Hein. Où ça a été plus facile, c'était par exemple des gars comme quand c'était Roger Blin, quand il a refait la voix de l'aveugle, parce que c'est lui qui l'avait faite précédemment. Alors, il l'a refaite avec la voix admirable de Roger, et même plus belle qu'à l'époque, que dans la première version. Il avait pris de la gravité, il avait pris quelque chose, et c'était... vous vous souvenez du timbre de voix de Roger Blin, c'était merveilleux. Et là, je trouve sa voix plus émouvante encore dans la nouvelle version. L'oiseau, ils ont vu aussi un oiseau. Je vous l'avais dit, les amis, nous sommes sauvés. Le monde existe, le soleil brille, et il y a aussi des oiseaux. Ah, la vie est belle, nous verrons tout cela un jour. En avant la musique! C'était le premier entretien de Jean-Pierre Pagliano avec Paul Grimaud. Mixage, Michel Mirou. Réalisation, Annie Wojciechowska. C'était un entretien avec Paul Grimaud au micro de Jean-Pierre Pagliano, au sujet de son film La bergère et le ramoneur, diffusé pour la première fois le 5 septembre 1985. Téléchargement et réécoute sur le site de France Culture à la page des nuits et sur l'application Radio France.